Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Rima Hassan, qui est députée européenne LFI. Rima Hassan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Alors, dans la nuit, retour en Israël de 4 corps d'otages, sans aucune cérémonie du Hamas. L'un des 4 corps est celui d'Ohad Yalaoumi, qui est français, qui a été assassiné. Pourquoi a-t-il été assassiné d'ailleurs? Alors, on n'a pas du tout des informations sur les circonstances de sa mort. Je ne sais pas si vous les avez, mais moi je les ai pas. Non, mais pourquoi? Quelle est la raison? Mais vous avez des circonstances sur les... Non, mais il a été assassiné. Bon, donc moi, là, on va commencer l'interview avec quand même une démarche qui est extrêmement importante, c'est l'honnêteté journalistique. Quand vous parlez d'assassinat, il faut avoir des informations là-dessus. Il a été tué. Moi, je n'ai pas d'informations sur les circonstances de sa mort. Donc, je ne vais pas commenter un assassinat sur lequel ni vous ni moi avons des informations. Bien. Par contre, bien entendu, on peut regretter sa mort, comme celle de victimes israéliennes et de victimes palestiniennes. Et c'est ça, véritablement, le sujet. C'est le coût humain qui est demandé aujourd'hui au peuple palestinien, en l'occurrence, et qui doit aussi être mis en perspective avec le nombre de victimes civiles du côté israélien. Alors, puisque nous sommes dans la vérité journalistique, hier, funérailles de Shiri, Kfir et Ariel. Oui. Assassinés? Non. Non, pas assassinés. Non. Tués? Non, parce que là aussi, la famille... Ni tués, ni assassinés, ni... Franchement, je regrette que vous n'ayez pas à minima fait une revue de presse sur le sujet avant d'ouvrir ce sujet. Je n'ai pas travaillé, Rima Non, Hassan. Mais encore une fois, je ne sais pas qui prépare les fiches ici, mais il faut peut-être revoir un peu la méthode. Il n'y a pas de fiche. Non, mais alors donc, on va revenir sur cette affaire. Figurez-vous que la famille Bibas elle-même a demandé aux autorités israéliennes d'arrêter notamment de commenter les circonstances de la mort des membres de sa famille, précisément parce qu'elle-même n'a pas reçu des informations officielles et claires sur les comptes rendus qui ont été notamment communiqués par l'armée israélienne. Et par ailleurs, il faut aussi soulever qu'aucun membre du régime israélien n'a été invité à ces funérailles. Et ce qu'il faut relayer, et c'est notre responsabilité à toutes et à tous, c'est plutôt la voix des familles des otages et non pas celle du régime israélien. Or, j'observe aujourd'hui, notamment en France, que c'est essentiellement la voix du régime israélien et la propagande du régime israélien qui est relayée et non pas la voix des familles des otages. Ici, vous n'êtes pas dans une officine de propagande du régime israélien, Rima Hassan. Non, mais je regardais simplement les conclusions de l'Institut. Excusez-moi, Jean-Jacques Bourdin, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous avez quand même été avec d'autres en certain nombre de relais quand même de la propagande israélienne. Rima Hassan, ne serait-ce que l'affaire des 40 bébés décapités. Si je vous ai invité, c'est pas pour que vous ne mettiez en cause, ou alors c'est pas la peine. Mais c'est pas moi qui le dis, si vous voulez, c'est les observateurs internationaux. Les observateurs, je ne sais pas quels observateurs. Francesca Albanese, qui est rapporteur spécial des Nations Unies. Non, mais il y a une responsabilité médiatique. L'Institut médico-légal national d'Israël confirme que les enfants Bibas ont été tués à main nue. Après, comment? Je ne sais pas, mais tués à main nue. J'ai une question simple à vous poser. Moi, je me fie à la voix de la famille Bibas, plus que régime moi, israélien. j'ai une question simple à vous poser. Les enfants Bibas, parlons des enfants Bibas, seraient-ils morts s'ils n'avaient pas été enlevés et séparés de leurs parents? Est-ce qu'ils seraient morts? Mais bien sûr que non, mais de la même manière responsable? Mais alors attendez, de la même manière que les 18 000 enfants palestiniens ne seraient pas morts si on n'avait pas un régime d'occupation, de colonisation imposé par le régime israélien. Je ne vous parle pas des 18 000 enfants palestiniens. Évidemment, tout le monde déplore. Mais évidemment, c'est un peu la raison de ma présence. Mais Rima Hassan, évidemment que tout le monde déplore leur mort. Je vous pose simplement une question. Est-ce que les enfants Bibas seraient morts s'ils n'avaient pas été enlevés, séparés de leurs parents? Non, mais donc laissez-moi poursuivre sur une question en réponse à celle-là. Est-ce qu'il y aurait eu le Hamas et les attaques notamment du 7 si on n'avait pas une occupation illégale et un blocus illégal imposé à la bande de Gaza depuis des décennies? Non, attendez, enfin, il y a un moment, si vous voulez... Allez-y, finissez. Toute démarche justement honnête, journalistique ou politique consiste à expliquer... Ne me donnez pas de leçons de journalisme, je ne vous donnerai pas de leçons politiques. Pour tout le monde, alors, peu importe si vous voulez la position des uns et des autres, il y a une démarche qui consiste à un moment donné à contextualiser ce qui se passe dans cette région, d'accord? Donc le développement du Hamas, la responsabilité, vous parliez de responsabilité, la responsabilité du développement du Hamas, c'est quand même très important de rappeler que ça faisait pleinement partie de la stratégie de Netanyahou et que vous avez Smotrich
qui est un ministre israélien, qui dit à la télé israélienne que le Hamas est un atout et que l'autorité palestinienne qui a embrassé la voie diplomatique et renoncé à la lutte armée est un fardeau. C'est ça les gens à qui nous avons affaire. Et il n'y aurait pas eu, si vous voulez, les attaques du 7 si on avait, tous collectivement fermé les yeux sur la nécessité d'avoir une perspective politique pour le peuple palestinien, parce que c'est dans ça que ça s'inscrit. Le développement du Hamas s'inscrit dans la faillite politique du sujet palestinien. Et sur ça, tout le monde a une responsabilité et il serait temps de le reconnaître. Donc, est-ce que le 7 octobre, les actions terroristes du 7 octobre sont justifiées? Non, il n'y a pas de. Dans une explication, il n'y a pas de justification. Ne jouez pas sur les mots. C'est pas à moi que vous allez. Je ne joue pas sur les mots. Je vous pose la question. C'est pas à moi que vous allez la faire. Donc, une explication n'est pas une justification. Non, mais je vous pose la question. Oui ou non? Ben, j'ai répondu. Une explication n'est pas une justification. Bon. Donc maintenant, il faut respecter les démarches qui consistent à recontextualiser et à expliquer ce qui s'est passé politiquement dans cette région depuis des décennies, et notamment la faillite politique de l'autorité palestinienne, la poursuite de la politique coloniale, la poursuite de la politique d'occupation et un blocus illégal qui a été imposé à la bande de Gaza avec, si vous voulez, un acquiescement total des autorités israéliennes sur le développement du Hamas. Rima Hassan, que voulez-vous dire quand vous écrivez « on sacrifiera autant de générations que nécessaire ». Moi, j'estime que je suis une génération sacrifiée. Celle de mes parents a été une génération sacrifiée. Celle de mes grands-parents a été une génération sacrifiée. Celle de mes arrière-grands-parents a été une génération sacrifiée. Ça fait 4 générations que les réfugiés palestiniens sont apatrides. C'est un appel à quoi? Mais je rêve ou quoi? Moi, je suis pas venue pour ça. Hein. Vous avez insisté 15 fois pour que je vienne à votre micro. Je suis pas venue pour polémiquer sur des fantasmes que vous avez sur les voix pro-palestiniennes. Non, mais que les choses soient bien claires. Non, mais attendez, vous n'allez pas accoler la question du djihad, de l'islamisme ou de je ne sais quoi d'autre à partir du moment où vous avez une arabe qui s'exprime sur le sujet. Donc à un moment donné, mais oui, mais c'est ce procès qui est fait, mais ce procès de suspicion qui est fait, et j'en profite là maintenant pour lui dire, mais oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais ce procès de suspicion qui est fait, on est très honnête, il est fait parce que je suis d'origine, que je m'appelle Rima Hassan. Parce maintenant, que vous êtes arabe, c'est la raison pour laquelle c'est ce que vous pensez. Très clairement, les suspicions qui sont projetées sur mes propos et sur mes positions, elles sont extrêmement problématiques. Donc pourquoi vous me parlez du djihad? C'est quoi le sujet? Je vous pose la question. Donc, on sacrifiera autant de générations que nécessaire. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau pour que vous fassiez le raccourci entre djihad et génération sacrifiée, mais ça vous regarde. Donc moi, mon sujet, c'est la question du sacrifice du peuple palestinien. Quand vous avez 4 générations de réfugiés palestiniens qui sont sacrifiés depuis la Nakba, que vous avez des résolutions des Nations Unies extrêmement claires sur le droit au retour, et droit au retour qui ne s'applique pas, moi je vous invite, vous et les gens qui nous écoutent, à aller dans un des camps palestiniens, au Liban, en Syrie ou en Jordanie. Je les ai visités par dizaines. C'est une population qui est sacrifiée. Donc quand on parle de sacrifier, c'est-à-dire que tôt ou tard, les Palestiniens, quel que soit le nombre de générations qui seront sacrifiées, continueront à revendiquer leur droit au retour. Et ça, il faut être extrêmement clair là-dessus. Bien. Il n'y a pas de peuple palestinien sans droit au retour des réfugiés palestiniens. Vous défendez le peuple palestinien, très bien. Non, vous je avez défends tout à aussi fait le droit international. Les droits du peuple palestinien, vous avez tout à fait le droit. Vous avez lu la charte du Hamas, évidemment, j'imagine. Pas dans le détail, mais on connaît les positions du Hamas. Est-ce que vous les partagez? Est-ce que vous les partagez? Et vous l'avez là, la charte? Je vous résume certains points de la charte, aussi, si vous voulez bien. Mais je vous pose une question. Oui, est-ce que oui ou non, vous les partagez? Non, mais la question, c'est pas si je partage telle ou telle position. Mais pourquoi vous ne répondez pas aux questions? Mais je réponds à une question de point de vue de qui je suis. Monsieur Bourdin, je suis juriste en droit international. Ma position, elle est extrêmement claire. Laissez-moi dérouler mon propos. Les résolutions des Nations Unies sont extrêmement claires sur... Non, mais je ne vous parle pas des résolutions des Nations Unies. Je vous parle de la charte du Hamas. Mais le Hamas, c'est quoi? Vous pouvez me définir le Hamas? Non, le Hamas. Vous soutenez le Hamas? Non, le Hamas c'est quoi? Vous soutenez le Hamas ou pas? Mais de quoi on parle? Le Hamas c'est quoi? Est-ce que vous pouvez le définir? Le Hamas, vous n'avez pas de questions posées. Moi je vous pose la question. C'est un mouvement de résistance? C'est un mouvement terroriste? Qu'est-ce que le Hamas à vos yeux? Le Hamas c'est un mouvement religieux initialement, qui s'est structuré en groupe politique, d'accord? Qui a été élu et ensuite qui a développé une branche armée. C'est ça le Hamas. Le mode opératoire du Hamas est un mode opératoire terroriste. Comme ça a été le cas du FLN, du parti de Mandela. Vous avez, dans les mouvements décoloniaux, très souvent, malheureusement, eu des attaques de ce type. C'est une continuité, si vous voulez, et un continuum historique sur ce type de procédé. Le Hamas a une action légitime, si on se réfère aux résolutions des Nations Unies. Légitime, par contre, laissez-moi
terminer. Allez-y. Ce n'est pas parce que les résolutions des Nations Unies sont extrêmement claires sur le droit des peuples colonisés à avoir recours à la lutte armée que les procédés de la lutte armée justifie tout. C'est-à-dire que ce droit est parfaitement encadré en droit international. Le droit à résister contre une occupation étrangère, il est parfaitement encadré. Vous n'avez pas le droit de prendre en otage des civils, vous n'avez pas le droit de commettre un certain nombre d'exactions telles qu'ils ont été commis. Et je rappelle quand même que moi et mon parti avons quand même très souvent rappelé que c'était effectivement des crimes de guerre et que par ailleurs la CPI a été claire en se prononçant la charte là-dessus. du Hamas, puis je vais passer à autre chose, je résume, aucune légitimité reconnue à l'État d'Israël, djihad contre le sionisme. Il me semble qu'elle a été réformée, cette Laissez-moi charte. terminer, s'il Elle a vous été plaît. réformée, Les cette terres charte, il me demeureront semble. musulmanes et évidemment la Palestine va du Jourdain à la Méditerranée. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Non, pas du tout. Pas du Moi, tout. j'ai parlé de la libération du peuple palestinien du Jourdain à la mer. Et sur ça, je vous demande vraiment de me laisser dérouler parce que c'est un point central de mon engagement. Moi, Votre engagement, c'est un État binational laïque. Oui, et sur ça, il faut vraiment me laisser dérouler 2 minutes. Et je vous demande un peu d'attention, du coup, sur ce sujet. J'appartiens à une génération qui voit vraiment un nouveau paradigme sur le sujet, qui est la question de l'apartheid. Et si vous voulez, c'est pas une position idéologique, c'est un constat de terrain. Israël s'est toujours défini comme un État juif et démocratique. Jusqu'à là, on est d'accord. Sauf que dans Mais c'en est un. Non. Sauf que il n'est plus. Mais laissez-moi on va terminer. pas ouvrir le Mais laissez-moi débat. terminer. Oui. Israël s'est toujours défini comme un État juif et démocratique. Sauf que dans une situation d'occupation et de colonisation qui dure depuis des décennies et d'annexion in fine de territoires palestiniens, Israël se retrouve lui-même confronté à devoir faire un choix entre soit ça reste un État démocratique, mais en incluant donc les populations palestiniennes, et dans ce cas-là, il ne peut plus être exclusivement juif, soit c'est un État qui reste exclusivement juif, mais il ne peut plus être démocratique. Et depuis la loi État-nation de 2018, il y a un certain nombre de rapports qui tendent à conclure que Israël s'enferme effectivement dans une logique d'état d'apartheid, c'est-à-dire on veut les territoires palestiniens avec les Palestiniens, mais on ne veut pas leur reconnaître des droits équivalents à ceux des Israéliens. Dites-moi, Rima Hassan, attendez, je termine. Vous êtes arabe, c'est vous qui l'avez dit. Oui, je suis d'origine arabe et fière de l'être. On est bien d'accord, vous êtes fier d'être arabe. Bien sûr, vous êtes fier de l'attitude des pays arabes, des pays du Golfe, vous êtes fier de l'attitude du Liban, vous êtes fier de l'attitude de la Syrie qui vous lâche, qui vous abandonne, vous, peuple palestinien, qui ne veulent pas vous accueillir. Vous êtes fiers? Alors moi j'ai été très claire là-dessus. Les pays arabes, ce sont des États cyniques comme les autres, c'est-à-dire qu'ils font en fonction de leur intérêt. Par contre, là où il faut resituer, si vous voulez, la chaîne des responsabilités. Ce n'est pas le Liban qui est responsable de la Nakba. Ce n'est pas la Syrie qui est responsable de la Nakba. Ce n'est pas la Jordanie qui est responsable du génocide qui est en cours. Ce n'est pas l'Égypte qui est responsable de la politique de colonisation et d'annexion des territoires de la Cisjordanie. C'est le régime israélien et ses alliés, et notamment les alliés européens. Je rappelle qu'il y a 46 États à travers le monde qui reconnaissent l'État de Palestine. Les derniers États dans le monde qui ne reconnaissent pas l'État de Palestine, ce sont précisément ceux qui font la leçon aux Palestiniens à longueur de journée, qui sont les États occidentaux. Idem s'agissant de l'impunité vis-à-vis du régime israélien actuel. 2 États. On est bien d'accord, dans un même... Qui n'est pas nouvelle, dans une même... Non, mais je ne sais pas si elle est nouvelle ou pas. Ça Ce qui fait 30 ans m'intéresse, c'est un État laïque. Oui. Laïque, vous insistez là-dessus. Oui, tout à fait. Pourquoi laïque? Parce que je crois que le biais religieux dans lequel nous sommes enfermés aujourd'hui, c'est-à-dire arriver à une situation où vous avez des populations majoritairement de confession juive et une population majoritairement de confession musulmane, est extrêmement dangereux. Et on voit bien par ailleurs que ce nationalisme, ce suprémacisme juif, qui est dénoncé comme tel par tous les observateurs internationaux que nous constatons aujourd'hui en Israël, est extrêmement dangereux. Il y a dans la société palestinienne... Comme le suprémacisme musulman, comme la volonté... Non mais là je parle d'un régime. Là je parle on parle de ce sujet. Donc là vous avez un suprémacisme. Souhaitez un pays laïque, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais parce que si vous voulez, moi la société palestinienne est une société extrêmement diverse. Par ailleurs, idem en Israël, vous avez des religieux, des gens pas du tout religieux, qui se définissent juifs israéliens mais qui sont pas du tout religieux, pas du tout pratiquants, qui n'ont pas envie qu'on leur dicte matin, midi, soir ce qu'il faut faire dans un État religieux. Et la société palestinienne, c'est plus ou moins la même chose. Vous avez des Palestiniens qui sont chrétiens, vous avez aussi des Palestiniens juifs, on a totalement oublié. Vous êtes vous-même laïque?
Mais oui, bien sûr. Oui. Je veux dire, vous défendez la laïcité non, mais... en France et ailleurs? Non, bon, mais là aussi, c'est une suspicion. C'est quoi? Parce que je suis de confession musulmane, alors il faut revenir sur le terrain. Mais pourquoi vous pensez que toutes les questions, derrière chaque question, il y a une suspicion? Non, mais je veux dire, la question de la laïcité... Il y a des questions précises. Est-ce que vous défendez la laïcité en France, par exemple? Mais la question de la laïcité, elle est très importante. Vous êtes française, Rima Hassan. Mais oui, merci Jean-Jacques Bourdin, je suis au courant. La question de la laïcité, c'est pas le sujet de la laïcité, c'est l'interprétation aussi de la laïcité et l'instrumentalisation ce qui en est faite. Pour moi, vous voulez ma position. Pour moi, la laïcité, c'est le droit de pouvoir être ce qu'on a envie d'être sans avoir à se cacher. Moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est que ce principe de laïcité est totalement instrumentalisé afin notamment de persécution à l'endroit de la communauté. Elle opprime. C'est pas la laïcité qui opprime. Si vous voulez, le principe de laïcité, il est parfaitement noble. C'est-à-dire pouvoir être citoyen, religieux ou pas, croyant ou pas, et tout ceci dans un esprit de tolérance des uns et des autres et des confessions des uns et des autres. Le principe de la laïcité, c'est ça, initialement. Ce qu'on peut regretter, c'est plutôt son instrumentalisation à des fins de polémique, soit sur les sujets d'immigration, dont Elisabeth Lévy, par ailleurs, en est une très bonne porte-parole sur votre micro. Ça veut dire quoi? Je dis Vous savez que toutes les expressions ont le droit d'exister. Oui, après les expressions islamophobes. La vôtre aussi, d'ailleurs, vous êtes là. J'ai pas des propos. D'ailleurs, vous êtes là. J'ai pas des propos qui soient de cet ordre-là. Vous pouvez fouiller autant. Vous avez des propos qui ne sont pas partagés, vous le savez bien, par beaucoup. Un désaccord n'est pas la même. Un désaccord d'idées n'est pas la même chose que d'insultes racistes. Donc, on ne peut pas les mettre sur le même plan. Oui. Rima Hassan, oui. J'ai pas beaucoup aimé, je ne sais pas si vous avez aimé le commentaire de Jean-Luc Mélenchon sur la diaspora juive qui devrait protester après votre voyage avorté en Israël. Franchement, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'antisémitisme là derrière? Franchement. Non, mais alors, on va encore aussi sur ce sujet, c'est très simple. L'antisémitisme est un délit. C'est un délit. Voilà. Est-ce qu'une personne de la France insoumise a été condamnée pour antisémitisme? Il faut regarder de près. Rien pour l'instant. Je peux vous le dire, non. Rien pour l'instant. Ça fait 1 mois et demi qu'on nous accuse. Non, mais je vous dis ça fait 1 mois et demi qu'on nous accuse d'antisémitisme. Je pense que si on avait vraiment eu des propos réellement antisémites, on aurait été à minima poursuivis ou condamnés. À juste raison. Donc non. Et par ailleurs, il ne parle pas de diaspora juive, si je ne me trompe pas. Bien sûr que si. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, le tweet? Oui. Il n'y a pas le terme de diaspora juive. La question de la diaspora devrait protester. Il parle de la cité française. Relisez la phrase, s'il vous plaît. Les Français, Bardella et la diaspora. Il parle de la société française, la diaspora française. Ah bon? Vous précisez bien. Les Juifs français sont plus israéliens que français. Mais je viens de vous poser la question, est-ce qu'il parle de diaspora juive? Vous me dites oui. Les Juifs français sont plus israéliens que français, Rima Hassan? Comment? Est-ce que les Juifs français sont plus israéliens que français? Non, mais c'est pas à moi de définir quel est l'attachement qu'une personne peut avoir plus vers un pays qu'un autre. C'est des histoires personnelles, intimes. Je ne comprends pas du tout le sens de votre question. Bien. Rima Hassan, lundi, vous étiez donc dans un avion de la compagnie israélienne El Al. C'est bien cela, quand vous avez appris que vous avez été... Non, c'était pas du tout la compagnie israélienne, c'était Brussels Airlines. Bon, Brussels Airlines, quand vous avez appris que vous alliez être refoulé, c'est bien cela. Hein? Mais non, mais ce qui est important, c'est pas j'ai été refoulé. Ce qui est important de dire, c'est que c'est toute une délégation et une mission officielle du Parlement européen qui a été empêchée d'avoir lieu en raison d'une décision qui a été prise au dernier moment par le ministère de l'Intérieur. J'apprends à personne ici qu'une mission de délégation officielle du Parlement européen, ça se prépare des semaines et des mois à l'avance. Il se trouve que depuis le mois de janvier, nous avions un accord écrit, notamment du ministère des Affaires étrangères israélien, sur la composition de la délégation, sur le programme de cette mission. Et on se retrouve, moi, mes collègues et le personnel administratif européen qui n'est rattaché à aucun groupe politique, on se retrouve tous et toutes refoulés et empêchés de mener cette mission. Donc, si vous voulez, le fond de l'affaire, c'est pas Rima Hassan. Oubliez-moi, c'est pas Rima Hassan. Ce qui est important pour les citoyens français de comprendre, c'est que Israël aujourd'hui
empêche une délégation européenne de mener notamment ses missions et ses enquêtes, parce que la loi israélienne dit on ne fait pas entrer des personnes qui défendent le boycott international. Donc toute une délégation, toute une délégation dans une impunité glaçante. C'est ça qu'il faut dire. Et par ailleurs, je veux dire qu'on nous n'allions pas en Israël, nous allions en territoire palestinien. Oui. Il se trouve qu'il n'y a pas d'aéroport palestinien, puisque il n'y a pas, et on est toujours dans un système d'occupation et de colonisation. On est obligé de passer par Tel Aviv. Mais on n'allait pas du tout, si vous voulez, faire du tourisme en Israël. On allait enquêter sur les exactions d'Israël en territoire palestinien. L'Algérie, la France va sévir. Vous avez vu contre l'Algérie. Vous avez écrit l'Algérie, c'est, je ne sais pas, la Mecque des révolutionnaires et de la liberté. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Un pays où les opposants sont jetés en prison. Non mais attendez, la référence, la Mecque des révolutionnaires et de la liberté, il faut quand même resituer dans l'histoire que l'Algérie a été le pays d'accueil de une grande majorité des mouvements décoloniaux, notamment du continent africain, qui a par ailleurs financé, soutenu, accompagné et soudé, si vous voulez, tout un socle du mouvement décolonial du continent africain. De là où je suis une citoyenne française d'origine palestinienne. Ma lutte, elle est aussi décoloniale sur sur la question palestinienne. Pour moi, l'Algérie est une boussole dans son histoire, si vous voulez, dans la contribution de l'Algérie au mouvement décolonial. Vous ne croyez pas que les autorités algériennes exploitent, le souvenir de la colonisation pour justifier une politique dictatoriale? Vous ne pensez pas? Non, pas du tout. Je trouve que l'Algérie, c'est la liberté totale en Algérie. Non, je trouve que l'Algérie est parfaitement digne dans sa position vis-à-vis de la France. Oui. Je trouve que l'Algérie a quand même été parfaitement coopérative avec la France quand on revoit l'historique des accords qui ont été passés. Quand elle accueille ses citoyens qui sont rejetés par la France, qui sont condamnés en France. Non, mais écoutez, la question des OQTF, et qui sont expulsés. La question des OQTF est un sujet plus large. L'Algérie est digne, là. L'Algérie a raison. Est-ce que l'Algérie a raison de refuser ses ressortissants, oui ou non? La question des OQTF est un sujet qui est beaucoup plus large que le cas, si vous voulez, des ressortissants algériens. Ce qu'on peut regretter... Les réponses sont beaucoup plus larges. Non, en fait, ce qui vous dérange, c'est des réponses complexes. C'est ça qui est extraordinaire. Ce qui vous dérange, non. Je vous pose une question. Est-ce que l'Algérie a raison de refuser ses représentants, ses citoyens qui sont expulsés de France? Oui ou non? Mais ce qu'on peut... Non, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qui doit... Non, mais attendez, la question des OQTF, elle ne peut pas être résolue en montrant les muscles, si vous voulez, de part et d'autre. C'est une question, répondez-moi. Mais je vous pose un constat, écoutez-moi. Il y a, si vous voulez, sur la question des OQTF... Le dialogue est bien difficile quand on ne veut pas répondre aux questions. Non, le dialogue est difficile quand vous ne voulez pas entendre une complexité de la pensée. Non, mais... Il y a, sur la question des OQTF, la condition, effectivement, que le pays d'origine accepte ses ressortissants. Tout ceci ne peut pas se faire dans des opérations de com de notre Premier ministre. Un terroriste qui a tué à Mulhouse, qui a été refusé 14 fois pour l'Algérie, vous dites quoi? Vous dites que l'Algérie a raison? L'Algérie a raison de ne pas l'accueillir? Non, je crois que l'Algérie, par ailleurs, a fait un communiqué en disant qu'ils étaient en train d'enquêter sur ce qui s'était passé sur ce cas-là. Donc, on le sait, hein. Celui qui est mort le sait, hein. Enfin, il ne le sait plus, malheureusement, à Mulhouse. Mais sur la question des OQTF, pour l'Algérie, comme pour les autres pays, c'est un sujet... Pourquoi vous voulez faire une obsession sur le cas algérien? Vous savez combien il y a de... quoi, le terroriste de Mulhouse? Il est algérien. On est bien d'accord. Oui, mais ça concerne... Il a été refusé 14 fois par l'Algérie. Mais ça concerne toute la question des OQTF. Vous ne pouvez pas appliquer, si vous voulez, ça que à la question franco-algérienne. C'est la question de toutes les OQTF qui doit être appréhendée politiquement. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas accepter? Non, non, mais attendez, je suis désolée, moi je vous partage mon avis. Je ne pense pas que faire de l'Algérie une question, un sujet d'obsession politique, comme est en train de le faire M. Retailleau. Mais tout le monde le dit, si vous voulez. Il y a une obsession aujourd'hui sur le cas algérien, notamment de la part de M. Retailleau, qui est extrêmement dangereuse. Nous avons des accords avec ce pays. C'est la deuxième puissance économique du continent africain, la deuxième puissance militaire du continent africain, la quatrième puissance économique du continent africain. Et je rappelle aussi que la France a ces derniers mois eu des situations aussi conflictuelles avec d'autres pays qui ont demandé notamment aux militaires français de sortir. Sur l'Algérie doit-elle accepter de récupérer son ressortissant qui a tué à Mulhouse? Vous ne m'avez pas répondu. Si, bien sûr que si.
Elle doit l'accepter? Oui, bien sûr. Elle doit? Ah, bah enfin. Et bien vous sûr, voyez que j'obtiens une réponse. Mais non, mais je suis en train de vous dire. Hassan, moi j'ai une autre question. Je suis en train de vous dire que c'est pas. Parce que le temps presse. Oui. C'est Boualem Sansal. Il est atteint d'un cancer. Boualem Sansal. Je crois qu'il est soigné. Il est dans un hôpital actuellement. Mais il est prisonnier. Oui, mais vous parlez du cancer, je vous dis qu'il est Il est dans l'incapacité de se défendre. On lui impose un avocat juif. Qu'est-ce que je dis, juif? Non juif. Ah. Volontairement. Je n'ai pas le détail, moi, des échanges qu'il y a eu. Oui. Moi non plus, j'ai pas le détail de sa vie. Mais si vous l'avez, je veux bien. Je vous pose la question. Est-ce que ce matin, sur l'antenne de Sud Radio, vous demandez sa libération immédiate et sans condition? La libération de Boualem Sansal, elle relève à minima pour le moment d'échanges à minima diplomatiques avec l'Algérie. Donc vous ne demandez pas ce matin sur l'antenne de Sud Radio sa libération immédiate et sans condition. Oui ou non? On sait déjà. Non mais attendez, c'est pas une question de oui ou non. C'est une question d'avis sur un sujet. Comment mon avis, je me suis déjà exprimé dessus. Donc franchement, je cherchais même pas à me piéger sur ce sujet. Mais je ne cherche pas à vous piéger. Je vous pose une question. J'ai déjà dit que j'étais en faveur de sa libération. Immédiate. Le cas de Sansal, c'est que il y a des dispositions du code pénal algérien sur l'atteinte portée à l'intégrité territoriale, et notamment l'article 87 bis de l'article du code pénal algérien. C'est au nom de ce motif-là qu'il est actuellement en procédure pénale et détenu en Algérie. Le cas de Sansal, il est particulier puisqu'il a une double nationalité depuis peu, je crois, depuis quelques mois avant son arrestation, il a obtenu la nationalité par des... C'est une question de temps. C'est pour ça que je vous dis que c'est un sujet franco-algérien. C'est parce qu'il a la double nationalité. Mais il est français. Oui, mais donc c'est un sujet franco-algérien parce que c'est un ressortissant algérien appréhendé en Algérie sur la base des dispositions pénales du code algérien, mais il a également aussi la nationalité française, qui fait qu'effectivement la France peut avoir son mot à dire. Moi je vous pose la question simple. Mais j'ai déjà répondu. Est-ce que l'Algérie doit le libérer sans condition et immédiatement? J'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu que j'étais en faveur de sa libération. Non, attendez. Vous avez répondu vaguement. Mais qu'est-ce que c'est que c'est un interrogatoire ou c'est des questions précises, simples. Mais je réponds, vous me dites, vous m'avez pas bien répondu, c'est ma réponse. Elle vous satisfait, elle vous satisfait pas, c'est pas mon problème. Je vais vous dire pour terminer. Oui. Je me souviens quand Daniel Obono est venu ici et n'a pas voulu reconnaître. Mais je termine simplement sur ça. Il nous faut de l'apaisement en fait dans le rapport que nous avons avec l'Algérie et notamment avoir une diplomatie qui soit un peu plus intelligente. Et ça, tous les observateurs le soulignent encore une fois. Donc il faut arrêter d'avoir une position qui consiste à imposer un rapport de force, mais plutôt reprendre une diplomatie sereine avec un pays qui par ailleurs a toujours été un pays avec lequel nous avons eu des relations. Je vais terminer avec un souvenir que j'ai eu ici avec Daniel Obono qui ne voulait pas avouer, me dire que le Hamas était un mouvement de résistance. Il a fallu que je pose plusieurs fois la question pour qu'elle me dise oui. Le Hamas, c'est un mouvement de résistance. Vous dites la même chose que Daniel Obono, on est bien d'accord. Moi, je parle la langue du droit international. Le Hamas a une action légitime du point de vue du droit international. Bon, c'est un mouvement de résistance. Non, parce que la résistance, si vous voulez, ça peut donner justement un sujet à interprétation de vous êtes pour ou contre. La question du droit international, c'est une boussole. Tout le monde doit se tenir à cette boussole. La légitimité de la lutte armée dans un contexte de colonisation, elle est extrêmement claire. Et c'est ma position. Merci Rima Hassan d'être venue ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 9h, vous êtes sur Sud Radio, Patrick Roger est là dans quelques instants pour la suite de l'actualité.